Hello chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et je vous ai mitonné un épisode aux petits oignons aujourd'hui avec Olivier Bon, qui est cofondateur du formidable Expérimental Group. Qu'est-ce que c'est que l'Expérimental Group? Alors d'abord, laissez-moi vous parler d'Olivier. Olivier, quand il était petit, t'es pas bon élève. C'était pas le premier de classe qu'on peut attendre quand on est sur un podcast ou sur une chaîne YouTube comme celle-ci. Au contraire, c'était un peu le cancre. C'était le mec, vous savez, qui organise toujours les soirées pas possibles avec ses copains. Ses copains, en l'occurrence, c'était Romé et Pierre-Charles, les deux personnes avec lesquelles il s'est ensuite associé pour créer l'Expérimental Cocktail Club en 2007, qui est devenu, depuis quelques années, l'Expérimental Group. Et qu'est-ce donc que cet Expérimental Group? Eh bien, tout simplement l'un des immenses succès des dernières années dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Et pourtant, je peux vous dire que ce sont des secteurs qui sont extrêmement compétitifs et sur lesquels il est évidemment très difficile de se différencier. C'est donc ce dont on a parlé naturellement avec Olivier, comment garder son âme d'entrepreneur, comment, même on n'a pas vraiment fait des études et qu'on ne connaît pas le secteur, on arrive parfois à se démener et à faire vraiment un succès parce qu'on sait s'écouter et rester authentique avec soi-même, comment il faut toujours mettre le client au centre de ses valeurs, comment ils ont fait pour se répartir les rôles entre ces trois associés. Bref, vraiment un cours, une masterclass d'entrepreneuriat que j'ai trouvé absolument passionnante. J'espère que ça sera votre cas aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Mais avant toute chose, je laisse place à cet épisode avec Olivier Bon. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je suis, comme je vous le disais juste avant qu'on commence l'aventure, la folle aventure, devrais-je dire, Expérimental Group depuis quelques années, parce que figurez-vous que j'habitais rue Mazarine avant, et donc j'ai suivi, j'ai suivi vos aventures de près, puisque j'étais une cliente régulière, et donc j'ai vu à quel point tout ceci a évolué. Donc j'ai 1000 questions, je vous préviens. Mais avant qu'on rentre dans le détail de cette success story incroyable, j'aimerais commencer en fait par mieux vous connaître, Olivier, et donc vous poser des questions personnelles sur vous. Où est-ce que vous êtes né? Où est-ce que vous avez grandi? Comment vous étiez petit? À quoi ressemblait votre famille? Bref, est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre enfance pour qu'on commence dans le dur? Ouais, d'accord, non, mais avec plaisir, pas de souci. Donc en fait, je suis né à Montpellier, comme mes deux business partners. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école quand on était tout petit, et qui est une ville charmante quand on est étudiant, mais qui l'est un peu moins quand on a envie d'avoir une carrière professionnelle. Donc c'est un endroit, voilà, j'ai passé mes 20 premières années là-bas, et après le bac, en fait, j'avais vraiment envie de découvrir un peu le monde. Donc déjà avant ça, j'ai fait pas mal de voyages, et en fait, je me sentais vraiment à l'étroit à Montpellier. Et en fait, j'ai commencé par venir à Paris, et voilà. Et ma jeunesse est assez un peu différent des autres garçons de mon âge. Et enfin, c'était ce que je partageais avec mes deux associés. C'est qu'on a été très rapidement des épicuriens pour diverses raisons, probablement parce qu'on avait la chance, ou pour des raisons personnelles, on était assez libre quand on était jeune. Et donc on a eu la chance de pouvoir faire ce qu'on voulait dès l'âge de 13-14 ans. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec mes associés dans une passion pour les bonnes choses, pour le vin, pour comprendre quelle était la différence entre un vin cheap et un vin et une grande cuvée, d'essayer plutôt de fumer des cigares que de fumer des cigarettes, une envie de faire la fête tout le temps, de découvrir les restaurants, de découvrir les endroits de les endroits de vie. Et très rapidement, on a organisé des soirées où on faisait payer les gens. Dès qu'on faisait un profit, on le dépensait dans un restaurant gastronomique. Enfin, vraiment, c'est un truc qui nous a réunis, et ma jeunesse a été comme ça, mélangée d'envie de faire la fête, de découvrir le monde, de prendre parfois un sac à dos et de partir avec mes associés dans des voyages en France, parfois plus loin en Italie, parfois en Espagne, juste parce qu'on a toujours eu un peu l'envie de découvrir le reste du monde. Voilà. C'est hyper intéressant parce Ouais. que ça va à l'encontre d'une image de l'entrepreneur, vous savez, qui est né avec vraiment cette envie de travailler toute la journée, de jamais s'amuser. Je trouve ça assez génial de se dire que, en fait, c'est justement parce que vous étiez épicuriens tous les trois que vous avez aussi bien réussi, probablement, parce qu'en fait, vous êtes vos propres clients, quoi, d'une certaine manière. Ouais, tout à fait.
Mais pour vous, si on revient à cette histoire justement que je trouve très intéressante de joie de vivre et d'expérimenter, donc je comprends mieux Ouais, aussi ouais. le nom de l'Experimental Group, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette envie, enfin, qu'est-ce qui a fait que justement plutôt que de fumer comme tous les jeunes de 13 ans une cigarette, vous êtes orienté vers des cigares? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez envie de boire des bons vins? Qu'est-ce qui a fait que juste vous aviez un goût pour les bonnes choses, les belles choses de la vie? Eh ben, je sais pas. Non, mais non, mais aujourd'hui, je sais pas. Alors moi, enfin, probablement probablement le cadre familial qui font que mon associé Romé, son père enfin, il aimait beaucoup les bons vins. Moi, dans ma famille, j'avais aussi une culture. Mon père m'emmenait au restaurant quasiment tous les jours. Il a toujours Hmm. été voilà, ma mère était plutôt une femme mondaine aussi. Mon associé Pierre aussi, c'était une famille de terriens plutôt bons vivants, etc. Donc je pense il y a vraiment un patrimoine culturel, familial qui était très fort. Et puis nous, on le voit parce que vis-à-vis enfin mes associés ont aussi des frères, moi aussi j'ai une sœur, enfin ils ont des frères et sœurs, et ils n'ont pas du tout la même vie que celle qu'on a. Donc c'est Ouais, probablement la réunion de nos trois esprits ouais, qu'on c'est finit, ça. voilà exactement, qu'on s'est retrouvés dans ce délire et dans cette envie de toujours vouloir plus, de toujours faire des trucs les plus extravagants en termes de voyage, de sortie. Enfin, on a vraiment été comme ça. Et on Je s'est suis tiré obligée de vers vous le haut. poser Ouais. une question quand même, je Ouais. suis de vous interrompre, mais le truc le plus fou que vous ayez fait à cette époque? Euh, ouais, j'en sais rien. Si, ah bah, le truc le plus fou, c'est que pour mes 18 ans, donc pour nos 18 ans, on a tous le même âge, donc c'était dans les années 2000. On a organisé la plus grosse fête du lycée, qui était payante. C'est là aussi ce que je vous disais, c'est qu'on a fini finalement, on a fait un gros bénéfice. On est chez les frères Pourcel, qui était le seul gastro de la région. Et là, on a fait une soirée où on avait tout organisé de manière enfin vraiment comme des super pros. Il y avait énormément d'alcool, énormément de champagne. Enfin, on s'était organisé pour que ça soit une vraie fête. Et il y a eu genre 25 comas éthyliques. Et en fait, y compris moi, c'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de la soirée. Je me suis réveillé Dommage. 24 heures plus tard À avec 19 ans. Ouais, exactement, exactement, exactement. Donc voilà, Énorme. ça c'est quand on était jeune, on était des sacrés fêtards, et on le faisait de manière assez organisée en fait. Voilà. Ouais, je vois ça, je vois ça. J'ai cru voir que vous étiez lancé après cette période dans des études de stylisme, si Oui, je me trompe oui, pas. oui, oui, oui. Vous aviez une vocation à l'époque? Vous vouliez être designer, vous vouliez être vous-même styliste? Enfin, Oui, alors pourquoi moi ces études? j'ai vraiment, j'ai pas le regret, mais je me sens vraiment être un peu artiste. Je suis assez créatif, donc j'adore dessiner. J'aime vraiment ça. J'ai vraiment cette fibre-là, et donc ça a toujours été un peu une passion pour moi. La mode m'impressionnait beaucoup. Plus avec le temps, j'ai compris pourquoi, beaucoup plus que la création. Et surtout, enfin, toute la couture, etc. C'est un truc en fait qui m'a pas du tout plu. En revanche, ce qui me plaisait vraiment dans la mode, c'était le côté événementiel, le côté show, Hmm. le côté organisé des défilés où en fait les gens travaillaient pendant des semaines et des mois pour créer une collection, et puis finalement faisaient un seul show de 5 minutes et tout le monde était genre impressionné, tombé de sa chaise en disant c'est incroyable, etc. Et en fait, c'est ce que je retrouve dans la restauration. C'est-à-dire de préparer des projets pendant des années, des mois, Ouais. des semaines, pour arriver à juste décrocher le sourire d'un client. Et en fait, ça a été des semaines et des mois de réflexion, et c'est ce que je retrouve là-dedans. Voilà. Et finalement, c'était assez dur parce que c'est un métier qui est extrêmement ingrat, où en fait la mode parisienne, enfin la mode en France et même partout, c'est très peu de gens talentueux et beaucoup de gens qui gravitent autour de ça qui sont malheureusement pas très intéressants, et même parfois, bon, ça reste de la mode, et ça reste pas très. On a un peu le sentiment. J'ai eu un grand malaise jeune quand j'étais en sortie d'école, en me disant que en fait le fondement de tout ça était pas très sérieux, quoi. Voilà, Hmm. voilà. Je comprends. Qu'est-ce qui a fait que vous créez tous les trois l'Experimental Group? Donc, je comprends en fait mieux maintenant le passé, qui est qu'en Ouais, fait, vous aviez une habitude. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que vous l'avez pas créé quand même comme ça de but en blanc. En fait, non, il y a eu au final des années d'enfance où vous vous êtes entraîné ouais, à ouais, lancer des projets, quoi, si je ouais, comprends bien. Donc ça, c'est ouais. hyper intéressant. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, OK, c'est bon, maintenant, on va ouvrir, je crois que c'était le bar, le premier, c'est Ouais, ça? l'expérimental cocktail club, ouais, tout à Ouais. fait. En fait, donc déjà, donc on avait vraiment cette passion des lieux de la restauration, des bars, etc. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé.
on s'est retrouvés plusieurs fois assis dans des restaurants fancy et à se regarder, de se dire un jour ça sera le nôtre, un jour on fera un restaurant, un jour on fera un lieu. On a eu toujours cette voilà cette découverte de restaurants et de lieux. Et c'est vrai que on n'avait pas l'idée de faire un bar à cocktail en fait. C'est juste qu'à la sortie de nos études, enfin on a c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est posé la question vers les 23-24 ans de se dire, ok, bah moi j'ai fait des études de stylisme, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Mes associés, Pierre Charles était encore au Canada, Romé était parti, il était, je crois qu'il était à Dauphine en entrepreneuriat. Et en fait, on se disait, ok, bah est-ce qu'on commence à chercher du boulot ou est-ce qu'on s'y met quoi. Et en fait, on s'est dit, ça serait le moment, c'est le moment ou jamais de faire un projet et un projet qui à notre sens, c'était le plus logique à ce moment-là, c'était les cocktails, parce qu'en fait, on avait le sentiment que ça n'existait pas du tout à Paris. Et effectivement, on avait une énorme culture cocktail sans le savoir, parce qu'en fait, moi, j'ai été étudiant, j'étais en Floride, je buvais des Apple Martini et des Dry Martini. Mes associés, ils étaient enfin, Romé était en Italie, on buvait des spritz et enfin, des trucs très classiques, très basiques, mais on avait déjà cette culture-là. Et c'est vrai que quand on rentrait à Paris, on disait genre, ah, venez, on va boire des cocktails, c'est ennuyeux de boire des vodka pommes quand on sort, voilà. Et on allait, malheureusement, à Paris, c'était au Harris Bar, qui était un truc hyper sympa, mais hyper tradi, sans musique, où il y avait que beaucoup d'anglais un peu de plutôt qui étaient over 60. Et après les bars d'hôtel qui étaient extrêmement chers, extrêmement guindés, et les cocktails étaient pas très bons en plus. Voilà. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, bah la restauration, personne nous a attendu pour faire un restaurant. Il y a des tonnes de restaurants qui sont bien. On était en pleine, c'était vraiment le démarrage de la bistronomie en plus. Et par contre, il y avait vraiment un manque absolu, c'était le cocktail. Voilà. Alors comment est-ce que vous vous lancez? Parce que c'est une chose de se dire, «J'organise des super soirées pour mes potes, même avec 1 000-2 000 Ouais, personnes» et ouais, puis lancer un bar, il y a de ouais, l'immobilier, il y a ouais, du ouais. staff, enfin c'est autre Ouais, chose quand ouais. même. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour la petite histoire, on a eu les clés du lieu, ok. Et avant que ça devienne l'expé, on a récupéré le lieu comme il était avant, et on a fait une fête et on a invité plein de gens. C'était un peu le début de Facebook, donc on s'est retrouvé avec genre 300 personnes devant le bar. On faisait des cocktails, genre avec ce qu'il y avait dans le bar, des mauvaises bouteilles de rhum, enfin c'était l'enfer sur terre. C'était absolument dégueulasse, et on s'est retrouvé à voir la police qui est débarquée et qui a dit vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement, genre, il y a des gens ivres sur la voie publique, vous avez dépassé les heures et tout. Ils nous ont dit, bah voilà, vous avez fait le bon baptême du feu, parce que, genre, si vous faites une prochaine soirée comme ça, vous êtes fermé. Voilà. Et donc là, on s'est dit, en fait, Ah zut, c'est ah pas du zut. tout comme ça qu'il faut gérer une entreprise. Et là, c'est vrai que ça a été un vrai sujet. Donc après, on a fait le projet. Donc ça a été, avant ça, effectivement, ça a été une longue année qui a été très pénible, extrêmement éprouvante psychologiquement, parce que donc on a cherché un fonds de commerce, on n'avait pas d'argent. C'est-à-dire qu'on a démarré avec 25 000 euros chacun, qui était du love money, donc un peu réunis à droite à gauche, et voilà. Et en fait, c'était une époque où l'entrepreneuriat c'était pas cool comme maintenant, et que Sarkozy était au ministre de l'Intérieur, et qu'en gros c'était que genre la consommation d'alcool était genre en chute libre. Et donc, Ouais. tout le monde on allait voir tous les banquiers qui nous disaient, vous n'êtes pas sérieux, vous financerez jamais, vous êtes et puis il y avait un côté, voilà, et même nos familles la plupart nous soutenaient, étaient un peu là, bon, bah, vous êtes sûr que vous voulez être bistrotier, Bah, c'est ça donc quoi. voilà, mon père m'envoyait des articles de presse, Ginette derrière son bar depuis 65 ans. Enfin voilà, c'était assez difficile. Et en plus, nous, on était extrêmement motivés, donc on racontait à tout le monde qu'on allait ouvrir un bar. Et pendant un an, on n'a pas trouvé de commerce, donc tout le monde se moquait un peu de nous en mode bon, ça va les gars, arrêtez allez bosser comme tout le monde, quoi, arrêtez quoi. Ouais. Et puis en plus, on a célébré des fonds de commerce qu'on n'a jamais eu, parce qu'on aime bien aussi faire ça. Et en fait, par accident, parce qu'un jour on a cru signer un truc, en fait on se l'est fait piquer. Donc le soir même, on Mmh. appelait tout le monde, c'est une grosse fête, on a signé, ça y est. Bon voilà. Et finalement, en fait c'est assez intéressant quand on fait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées précises de ce qu'ils veulent faire quand ils veulent faire un projet. Du coup, ils le font jamais. Et nous, en fait, on a pris ce lieu vraiment par dépit, parce qu'on trouvait rien, et qu'il n'était pas cher, et qu'il arrivait à un moment dans un quartier qu'on connaissait bien, qui nous plaisait. Et il était à taille humaine, ça faisait 45 mètres carrés, etc. Et puis le budget était à peu près bon. Et là, Donc c'est la contrainte qui a fait que vous avez pris ce lieu quoi, ouais, tout à concrètement? fait, exactement. Et puis le budget nous a obligés à être hyper créatifs. C'est ce que je raconte beaucoup. On faisait des cocktails à peu près du même niveau qu'aujourd'hui, en termes de qualité et de passion et d'ingrédients. Et pourtant, on avait une planche en bois découpée avec des trous dedans, avec des bacs gastro. Maintenant, on a des stations de bars professionnels avec des trucs pour Ouais. rincer les shakers, etc. À l'époque, on avait une planche, voilà, une planche en bois avec des trous, quoi. Et Vous êtes débrouillés quoi? ouais, on s'est débrouillé avec très peu de budget.
pourtant l'aspect, le look and feel du bar était vraiment très cool. Et c'est devenu un bar, en fait, tout le monde croit que ça a été un succès fulgurant. Moi, je me rappelle malheureusement beaucoup de soirées où, comme ces commerces centristes qui ont pas de clients, qui attendent devant la Mm. porte, en espérant qu'un passant va rentrer. En plus, on avait joué le jeu Speakeasy, ce qui est un tout petit peu inquiétant parce que, en fait, les gens trouvent pas l'endroit. Donc, Bah, faut j'ai être une sûr de question à ce soi. sujet, on va Ouais, en ouais. parler. Faut être très sûr de soi. Et puis tout d'un coup, les gens, on a fait un énorme travail de prescription. Donc, c'est-à-dire qu'on disait aux gens, vous aimez pas le gin, vous savez quoi, je vais vous faire boire du gin. Ça, c'est un peu la légende de l'expérimental. C'est-à-dire les gens ont redécouvert les spiritueux. Mm. Et puis, ça a été tout d'un coup beaucoup les expats, donc les Anglais, les Américains à Paris, qui ont découvert le lieu et qui ont dit, OK, ça y est, il y a vraiment des cocktails de haut niveau à Paris. Et là, on s'est mis à avoir une presse, déjà presse lifestyle française, mais aussi de la presse internationale. Et on a vu Mm. en 6 mois tous les gens de l'industrie du bar international qui sont venus. Parce qu'en fait, c'était un truc, en fait, personne pensait qu'on était capable de faire boire aux Français qui ne buvaient que du vin et de la bière accessoirement, des cocktails comme ça. Donc, c'est pour ça aucun opérateur anglais, parce que ça faisait 10 ans qu'il y avait des cocktails à Londres de cette qualité, et évidemment à New York, il y avait cette vague aussi des speakeasy. Personne ne pensait que les Français le feraient. Et puis, pourtant, c'est devenu la référence. Et puis, voilà, maintenant, il n'y a plus un bar à Paris qui n'a pas un cocktail programme et qui reprend exactement les bases qu'on a créées, c'est-à-dire les jiggers, enfin les doseurs, les glaçons carrés, etc. Enfin, tous les trucs qu'on a mis en place, c'est des trucs qui sont devenus, qui se sont complètement uniformisés maintenant à Paris. Voilà. C'est clair et c'est assez fou quand on y pense parce que je vous dis, moi, comme j'habitais déjà dans le quartier à Ouais, l'époque, je me rappelle de cette espèce de façade comme ça qu'on voyait, mais on savait pas trop ce qui se passait ouais, derrière. Et puis un jour, j'ai compris. Et donc, justement, je voulais vous parler du concept de speakeasy, c'est-à-dire pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le mot, en fait, le fait d'avoir un lieu qui est confidentiel, quoi, d'une certaine ouais, manière, où il n'y a pas de devanture, il n'y ouais, a pas d'enseigne. Et donc, on ne sait pas ce que c'est si on n'est pas introduit. Et ouais, marketingment parlant, c'est à la fois très risqué, mais c'est absolument brillant parce que du coup, ça crée en fait tout simplement la ouais, désirabilité suprême, quoi. bien sûr, Euh, bien sûr. mais je dois dire que quand on se lance pour la première fois Oui, dans un bar, c'est quand même un sacré pari. oui, 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 c'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Et on l'a refait puisque quand on a ouvert à Londres, qui était aussi un pari, parce que justement, encore une fois, on ne nous a pas attendu à Londres pour faire des cocktails. Et on a ouvert dans Chinatown parce que pareil, pour des questions de budget, parce qu'à l'époque, tous les fonds de commerce à Londres, c'est pas le principe de fonds de commerce, mais c'est à peu près pareil. On trouvait rien et qu'on s'est dit, faut ouvrir à Chinatown, mais personne l'a fait parce que les Anglais détestent le quartier, parce qu'ils trouvent ça sent mauvais, etc. Et alors que nous, on avait le sentiment qu'à New York, les bars qui avaient ouvert à Chinatown fonctionnaient, donc on a pris ce risque-là. Et on a volontairement gardé une porte absolument qu'on n'a jamais repeint. Et on est entre deux restaurants chinois qui sont très, très corrects, mais qui sont pas hyper euh, attirants. Et les premiers jours, on voyait les clients arriver et dire ah, c'est là l'expérimental. Et puis on avait un portier qui était un Albanais qui faisait peur. Et les gens étaient en fait, je vais réfléchir en fait. Et ils repartaient, ils tournaient les talons parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient rentrer dans un truc, dans un coupe-gorge, quoi. Donc évidemment, ça crée la légende, mais au début, c'est un peu angoissant, quoi. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'au départ, en réalité, maintenant on peut post-rationaliser et dire ouais, c'était fait exprès, c'est ça qui a fait que le lieu est aussi incroyable, mais je comprends que c'était aussi à cause des contraintes et Ouais, que c'est juste que ça vous a forcé à être créatif. Et ça, je trouve ouais, ça hyper intéressant. Est-ce que vous pensez, Olivier, que si jamais vous aviez eu plus d'argent au départ et que vous aviez pu prendre enfin, le lieu de vos rêves, ouais. finalement, vous auriez peut-être fait un truc un peu plus classique. Et ce qui a fait aussi le succès de l'expérimental, et notamment de l'expérimental Cocktail Club, c'est aussi parce que vous aviez pas de sous, que vous étiez obligé de vous débrouiller, et donc que vous avez sorti de terre un truc Ouais. complètement improbable, mais qui était aussi différent. Oui, oui, oui. Alors, c'est très simple à expliquer puisque le deuxième bar qu'on a fait, qui est le Curieux Parlor, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être déjà fréquenté, qui était Mhm. dans le 5e arrondissement, qui était rue des Bernardins, qui a eu un gros succès aussi commercial pendant 4 5 ans, mais c'était un peu loin de notre terrain de prédilection. Donc, du coup, quand on est un peu sorti de l'univers du cocktail, on l'a revendu. Mais typiquement, en fait, ça a été le deuxième projet qu'on a fait. Et là, on avait de l'argent et on a fait que des conneries. C'est-à-dire qu'on a acheté du super matériel parce qu'on était hyper frustrés du premier XP. On a voulu faire l'acoustique un peu meilleure. Du coup, on a pris une boîte qui nous a un peu pas escroqué, mais qui a un peu fait un dépassement de travaux, etc., un Mm. dépassement de temps. Donc, en fait, on n'avait plus de trésor et on a failli tout perdre. Voilà. Donc, effectivement, de ne pas avoir d'argent, ça oblige à être un peu plus créatif.
Et même il y a des histoires. Enfin, j'ai une, ça serait le sujet, un sujet complet parce que la création de l'XP, c'est le fait de pas avoir d'argent. On a eu des choses exceptionnelles. Par exemple, le designer à l'époque, qui était un designer new-yorkais, très talentueux, qui avait dessiné un endroit à Meatpacking qui s'appelait Gin Lane, qui ressemblait à un mini, enfin qui ressemblait un peu à l'XP mais en géant. Il y avait du Chesterfield, il y avait des papiers peints, etc. Et ben en fait, il est venu me faire le bar gratuitement parce qu'en fait on l'a appelé en lui disant bah voilà, nous notre photo de référence c'est votre bar que vous avez fait à New York, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils à des jeunes créateurs. Il a dit bah vous savez quoi, je rêve d'aller à Paris, ça fait 10 ans que j'ai pas mis les pieds à Paris, payez-moi un billet d'avion et j'arrive. Et on était là, non mais vous êtes sûr, on n'a pas les moyens de vous payer. Ah non, vous inquiétez pas, je viens et tout. Et on n'y croyait pas, on avait même peur qu'il nous envoie une facture. Il est venu faire le projet, il est resté un mois à Paris. Il est resté un mois à Paris à dormir dans l'appartement. Enfin, genre, on dormait sur le canapé. Lui, il avait la chambre de notre coloc. Enfin, voilà. Et il nous a fait le projet gratuitement. Voilà. Donc, c'est que des histoires Incroyable. comme ça. Que des histoires comme Donc ça. les coups de chance, ça existe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, faut être. C'est aussi beaucoup de persévérance et c'est aussi Ouais, nous. ouais. Je pense qu'on a toujours été. Bah, voilà. On n'a jamais accepté les refus et donc on essaie toujours d'aller plus loin, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant. Est-ce que vous pensez, enfin, la question que j'ai maintenant, c'est maintenant que vous avez beaucoup plus d'argent, donc on Ouais, parlera plus tard de la levée de fonds, etc. ouais. Mais j'imagine qu'il y a en fait un risque qui est de s'installer dans du confort, de s'installer dans de la surenchère, un peu comme bah, finalement cette anecdote de la du deuxième bar qui aurait moins bien marché Oui. parce que vous avez essayé de trop bien faire, quoi, d'une certaine Ouais. manière. Du coup, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de rester entrepreneur dans l'âme et continuer à vous étonner vous-même, vous surprendre vous-même et finalement prendre des risques? Il y a deux choses, c'est qu'en fait les risques sont moins risqués puisque en fait parce on peut se permettre par exemple de tenter des trucs et si ça marche pas de les rétablir au bout ou de changer de concept au bout d'un an, par Hmm. exemple, ou au bout de 2 ans. Donc finalement c'est un peu moins risqué. C'est-à-dire que si j'ai un établissement, si demain j'ouvre un lieu qui met du temps à démarrer, on n'a pas le couteau à la gorge en disant bah dans 6 mois on met la clé sous la porte. Alors ça Hmm. c'est un truc. Et puis on a aussi ce qui est génial, c'est que maintenant on a des équipes opérationnelles et des moyens de faire marcher un endroit qui n'aurait peut-être pas été un succès commercial dès le début, mais parce qu'on s'adapte et on dit ok bah en fait il faut un meilleur directeur, mais en fait on s'est gouré sur le menu, en fait il faut un meilleur cocktail programme, et puis en fait la devanture, la couleur en fait c'est pas bien, et puis on peut changer. Donc ça c'est quand même assez confortable, même si on essaye aujourd'hui, c'est vrai qu'à notre niveau, enfin il y a ça qui fait que sur des petites prises de décision, au contraire on peut être hyper créatif parce qu'on se dit ok c'est pas grave si ça marche pas on changera. Mais après, à plus grande échelle, c'est sûr que malheureusement, on est obligé d'être un peu plus raisonnable sur des trucs. Typiquement, maintenant, on fait que des projets, on essaie de trouver que des projets hôteliers. Et maintenant, même si on a un coup de cœur pour un truc où on se dit ça serait génial en termes d'image, et puis ça peut être, ça pourrait marcher, ça peut être un succès commercial qui est inespéré, et ben probablement on va pas le faire. On va pas le faire parce Hmm. qu'on est obligé de rester un peu dans les clous de ce qui, à notre sens, et le bon business model sur un hôtel. On va dire qu'il faut que ça fasse 40 chambres, il faut qu'il y ait entre 40 et 80 chambres, il faut qu'il y ait une partie de restauration qui fait telle taille, et que si elle est vraiment beaucoup plus petite, on peut être créatif et donc trouver une solution, mais que ça va être un peu plus risqué. Voilà. Voilà. Quand vous êtes lancé initialement avec l'expérimental Cocktail Club, est-ce que Ouais. vous aviez déjà la vision du groupe? Ou est-ce que elle s'est construite avec le temps quand vous avez commencé à faire vos premières armes? On a toujours eu la folie des grandeurs, donc oui. C'est l'anecdote que de la sœur de Pierre Charles, enfin, alors je sais plus quels sont exactement les termes, mais à un moment, quand on cherchait à entreprendre, il regardait la télé sur le canapé, il disait, mais fais des choses, va faire des trucs. Il était, non, mais tu sais pas ce qu'on va faire, mais en gros, je perds même pas de temps à aller essayer de trouver des jobs et tout, parce qu'on va faire un truc exceptionnel. Il avait déjà l'ambition de créer un truc énorme, elle se moquait un peu de lui. Et alors, on l'avait. C'est vrai que quand on se retrouve à être derrière le bar, à faire, parce qu'on faisait tout au début, parce qu'on n'avait pas de personnel, et de voir des moments où bah il y a des jours où on faisait zéro euro de chiffre d'affaires, et là tout d'un coup l'avenir est un peu moins glorieux quand on se dit ok bah est-ce qu'on s'est pas planté, quoi, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on avait cette ambition là. Par exemple, ce que je dis souvent aux gens, parce que on pose souvent la question, ah qu'est-ce qui vous a appris de vouloir faire des hôtels. Je dis bah la première année, c'est-à-dire en 2007, après l'expé on a commencé à visiter des hôtels. Donc ça fait 11 ans que je visitais des hôtels parce que j'avais le sentiment qu'à Paris, il y avait aussi l'hôtellerie parisienne était morte de vieillesse,
et qu'il y avait des trucs à faire et on s'est rendu compte que c'était absolument inaccessible en termes pour des raisons financières parce que les fonds de commerce étaient délirants et qu'il y avait évidemment on était beaucoup trop petits pour se lancer dans ce genre de projet et on n'aurait pas le backup financier. Mais déjà, on avait le sentiment qu'il fallait révolutionner un peu l'hôtellerie parisienne. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait justement pour vous lancer? Parce que pareil, même question Ouais, précédemment, c'est une chose de se dire je vais ouvrir un hôtel et même d'identifier le lieu, et puis ensuite ouais, de le financer, ouais, de trouver le staff, ouais, enfin c'est un autre métier quand même l'hôtellerie parce que ouais. c'est 24 sur 24 quand même. Oui, mais c'est le métier le plus simple de notre de l'hospitality. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que nous, on a été pareil. Ça, c'est beaucoup mes associés qui ont un background plus finance. On a été pour tout ce qui est, enfin, pour tout ce qui est financement, on a été hyper créatifs. On a tout essayé, quoi. On a eu on a du financement bancaire classique en bon père de famille. On a essayé de faire du crowdfunding à un moment. On a fait on a eu des fonds d'investissement. Enfin, on a tout essayé. Donc, on a réussi à faire pour faire notre premier projet. On avait fait on avait réussi à prendre de l'argent chez un fonds d'investissement qui s'appelait Audacia, qui était un fonds de défisque, voilà, et on a réussi à utiliser ça pour faire un levier, pour créer le Grand Pigalle, et puis après le Grand Pigalle, on l'a revalorisé pour aller, on allait rechercher de l'argent, pour aller faire, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc on a été hyper créatif en prenant des risques, en imaginant que de toute manière, on crée de la valeur tout le temps, donc on pouvait prendre des risques de ne pas avoir les capacités financières de rembourser les crédits, les premiers crédits qu'on faisait. Entre-temps, ce qu'il faut imaginer, c'est que on a fait de la restauration aussi. On a eu quelques succès de restauration, type Beef Club, qui a été un truc pendant 8 ans, d'une violence parce que c'était extrêmement il y a beaucoup de monde, donc il y a le bar en bas, et cetera. Et faut savoir que quand on sait gérer un restaurant, un hôtel à côté, c'est enfantin. Je dis ça parce que, en fait, quand vous dites que c'est 24 heures sur 24, c'est vrai, mais sauf que quand vous faites, en fait, quand on a un hôtel de 50 chambres, vous avez au pire 100 clients en même temps, donc 50 couples, et qui vont rester chez vous 24 heures, qui vont dormir. Donc en fait, ils prennent un petit déjeuner et en fait, ils dorment. Donc en fait, vous faites de la surveillance. Voilà. Et après, il y a évidemment toute la partie sales, donc de vendre ses chambres, etc., mais qui sont des jobs assez orthonormés, qui sont des jobs presque informatiques. Ok. Quand vous faites le même chiffre d'affaires dans un restaurant, c'est d'une violence, c'est-à-dire qu'il faut faire des dizaines et des dizaines de petites transactions de 10, de 15 euros. Vous allez toujours, même si vous faites un travail exceptionnel, vous allez toujours gâcher la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui sont ivres, il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui sont en retard, et voilà. Et donc, c'est dans un laps de temps très court, puisque un service de restauration, c'est de 20 heures jusqu'à 23 heures, vous avez une intensité de travail qui est 100 fois supérieure. Donc en réalité, c'est beaucoup plus simple de gérer les hôtels. C'est même pour ça qu'il y a un attrait, qu'il y a une valorisation des hôtels qui est très forte parce que c'est un métier assez facile et donc il y a beaucoup d'industriels, beaucoup de gens aisés qui en fin de vie se disent ah bah tu sais quoi, je vais m'acheter un hôtel ou je vais acheter un hôtel pour ma femme presque que pour s'amuser quoi, voilà. Donc en réalité, c'est plus simple et même comme c'est un métier qui enfin, c'est la restauration et le bar ont été, sont pas en France, sont pas très professionnalisés. On a des gens très compétents. C'est pas comme en Angleterre où, on appelle ça, par exemple, le bar industry, où il y a des managers, il y a des runners, il y a des enfin voilà, en France, c'est pas du tout organisé, alors que l'hôtellerie, il y a une vraie culture du tourisme en France depuis des années et donc il y a des directeurs d'hôtels qui ont des grandes formations, qui ont fait des écoles d'hôtellerie, qui ont fait donc en fait, c'est assez facile de trouver des gens compétents et qui vous accompagnent pour gérer les hôtels. Enfin, c'est pas si facile, mais on trouve des gens et qui sont des réceptionnistes, des gens qui sont de ce métier-là, il y en a en fait. C'est parfois plus facile que de trouver voilà, un bon directeur de restaurant. Voilà. Compris. Je voulais revenir sur votre association à tous les trois parce que je Ouais, trouve ça très, enfin, touchant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de me dire que vous étiez copains initialement. ouais, Et on sait bien, quand on s'associe, le monde du business fait que parfois les amitiés sont difficiles à tenir. Or, vous, ça fait quand même maintenant, depuis que, comme vous disiez, vous aviez 13 ans, que vous vous connaissez, ouais, que vous même continuez à vous avant. supporter. Mmh. Voilà, vous continuez à vous supporter. C'est extrêmement rare, je pense, c'est précieux. Euh, Est-ce que au moment où vous êtes lancé la première fois, vous avez eu peur et vous en avez discuté en fait, vous disputez concrètement de play de potes. Comment s'est passée en fait votre répartition des rôles et cette organisation qui fait que encore aujourd'hui, on sent que vous êtes encore copains, quoi. J'ai l'impression. Ouais, ouais. On a eu en fait, au début, on s'est beaucoup pris la tête pour des trucs complètement anodins et on s'est vite rendu compte que c'était extrêmement de créativité et de richesse. Il y en a qui disaient: «Bah, il faut que le mur soit vert» et on lui disait: «Bah non, il faut que le mur soit rouge», quoi. Alors le fait d'être 3, c'est pas mal parce qu'on a toujours pu équilibrer les prises de décision.
Et après, on a été assez, disons, on a été assez, on a pris assez de recul pour dire: «OK les gars, arrêtons de se prendre la tête pour des trucs idiots parce qu'on va se fâcher, alors qu'on est en plein démarrage de notre entreprise et cetera». Et on s'est Donc pas posé la paradoxalement, je suis désolée de vous oui? interrompre, c'était plutôt au début que vous preniez la tête, genre pour Ouais, l'expé? ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. Et après on s'est dit: «OK, bah les gars, c'est juste, faut arrêter, on va pas du tout, enfin c'est complètement stupide». Et c'est vrai que là, on a discuté, on a essayé de step up et de plus se prendre la tête pour des sujets comme ça. Et après, après, je vais le dire très honnêtement, on s'en est pris tellement plein la gueule, enfin pardon de mes mots, mais dans ces 10 ans d'entrepreneuriat, parce que ça a été vraiment comment dire, ça a été des montagnes russes, que en fait, les petites engueulades ou les petits sujets quotidiens, en fait, on les a mis de côté. Voilà. Et en fait, on a été face à des difficultés tellement difficiles, enfin tellement insurmontables, qu'en fait, on s'est toujours rapproché en fait. Et on a eu des procédures juridiques contre les trucs, on a eu des problèmes techniques, des endroits qui pouvaient pas gagner d'argent, etc. Enfin voilà, on a eu vraiment des hauts et des bas. Et du coup, on s'est plutôt renforcé, on s'est plutôt dit, bah, on va affronter ça ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes, quoi. Voilà. Et depuis maintenant, on a toujours fait un peu ce qu'on voulait dans la boîte, parce que en fait, ça s'est fait très naturellement. Donc il y a pas ah ben tu travailles plus que moi, ou ah bah t'as fait ci, mais c'est moi qui aurais dû le faire, ou etc. On n'est pas du tout comme ça s'est fait assez naturellement. Et donc du coup, on a un bon équilibre qui a priori n'a pas besoin d'être remis en question. Voilà. Ça se fait assez naturellement. Et puis maintenant, pareil, on a beaucoup d'équipes, donc c'est plus, on n'a même pas de bureau physique, on n'a pas d'horaire, enfin on n'a pas d'horaire, on n'a pas de planning. On se voit quand on est là. Si j'ai pas envie d'être à un rendez-vous important, et parce que je sais qu'ils sont là, ça pose aucun problème. Enfin voilà, on est vraiment assez cool là-dessus, et plutôt à s'encourager, enfin à se supporter, voilà, les uns les autres. Et c'est assez rare parce que très souvent, quand une boîte commence à se structurer et vous, mine de rien, avec le groupe et toutes vos activités, je me rappelle pas combien il y a d'hôtels et de bars, Ouais, mais ça se compte à plus d'une dizaine. Bah forcément, voilà, vous êtes obligé d'être structuré, en tout cas au niveau des équipes, mais c'est assez rare de réussir au niveau des fondateurs de ne pas se structurer et de garder la liberté que vous avez. oui. Ça a été un choix de votre part, justement, de vous dire, OK, on va pas prendre de bureau, on va pas faire du 9h 19h, on va avoir un rôle qui est Ouais, un rôle de fondateur un peu volant comme ça, où on ouais, va aller un peu prendre à la source là où il y a des ouais. problèmes et les gérer. Oui, alors on est comme ça, et ça pour le coup on s'est bien trouvé dans cette envie-là. C'est vrai que, enfin je le vois autour de nous, les gens disent: «On ne sait pas quoi faire pour être aussi libre», et c'est vrai on s'impose aucune contrainte, et ça c'est vrai que c'est assez confortable. Mais juste, enfin voilà, moi genre pendant des années, comme souvent je me couchais tard pour mes établissements et cetera, je refusais tous les rendez-vous avant 10h. Enfin voilà, j'ai jamais je me suis, enfin j'ai jamais considéré qu'il y avait un truc qui était contraignant. Je me suis jamais imposé des contraintes, et c'est vrai qu'on a toujours voulu travailler comme ça, et c'est ce qu'on essaie d'inculquer aussi dans notre boîte. Et parfois c'est un peu frustrant pour nos équipes qui sont là, mais où est-ce qu'ils sont pourquoi il n'y a pas Romy, Pierre-Olivier? Ah bah désolé, on a pris un billet d'avion il y a 2 heures, on vous l'a pas dit, on est en Italie, on est en train de visiter un hôtel de fou, on revient demain, et puis en fait on revient pas demain, et puis donc c'est parfois ça peut être, parfois ils peuvent avoir le sentiment qu'on manque un peu de structure, mais c'est comme ça qu'on veut vivre. C'est comme ça qu'on veut vivre, et c'est et enfin voilà, on encourage aussi à notre boîte à pas se transformer. On a un back office qui est de plus en plus gros, et on fait tout pour qu'il soit pas, que ça soit pas, j'aime bien dire la cogip, c'est le truc du message à caractère informatif, c'est-à-dire vraiment l'entreprise classique, avec des horaires où tout le monde se discute à la photocopieuse. Et enfin, il y a on veut vraiment essayer de sortir de ça, et d'essayer de rester dans l'esprit d'une start-up familiale, et d'avoir des gens libres s'ils veulent travailler plus tard et commencer plus tard. J'ai aucun problème avec ça. S'ils veulent aller travailler sur un des lieux, j'ai aucun. Enfin voilà, on regarde pas les gens, on leur demande pas de pointer. On veut vraiment que ça soit comme ça dans notre boîte. Voilà. Ouais. C'est hyper intéressant. Si on prend un peu de recul Ouais, par rapport aux 10 dernières années, parce que finalement ça fait plus de 10 ans ouais, maintenant que le groupe a été créé, enfin en tout cas le premier ouais, XP, euh, des bars, vous le disiez, il y en a des milliers. Des hôtels, il y en a des milliers. Donc, certes, on peut se dire que vous avez essayé de rendre ça plus jeune, mais il doit y avoir aussi autre chose.
Pour vous, c'est quoi les grands facteurs clés de succès? C'est quoi qui a fait que justement les gens se jetaient sur l'expé et il Ouais, y avait littéralement la queue dehors? C'est quoi qui fait que l'hôtel des Grands Boulevards, enfin que tous ces ouais. lieux en fait ont eu la notoriété qu'ils ont aujourd'hui en aussi peu de temps quand même, malgré tout? Ouais, tout à fait. Alors déjà, un des premiers axes a été, le décor, donc le design des lieux. Le premier XP, comme je vous disais, le premier XP, il a été designé, ce qui était assez rare à Paris pour un bar de 40 mètres carrés. Tout le monde faisait des trucs, tous les bars ressemblaient à des bars de Bastille, des trucs qu'ils avaient chinés dans des brocantes. Et nous, ça a été un des premiers lieux un peu sophistiqués. Et puis on a continué, puisque quand on a fait la Compagnie des Vins, on a aussi un peu révolutionné le bar à vin, parce qu'à Paris, on buvait que sur des tonneaux avec des verres ballons. Et on a voulu faire un truc hyper sexy, hyper tamisé. Et puis ça a marché, puisqu'on avait vraiment ça continue à marcher, et d'ailleurs très bien. Et on a toujours eu une des clientèles les plus qualitatives de Saint-Germain, de gens qui se font plaisir, mais parce qu'ils sont sensibles aussi au décor. On a fait pareil pour les hôtels. On met le paquet sur le design, puisqu'on a des très belles salles de bain. On travaille beaucoup avec notre designer Dorothée Milikson, mais aussi d'autres designers. Mais on est quand même on est quand même sur des trucs très qualitatifs. C'est-à-dire que on a toujours eu un rapport qualité-prix. Nous, notre tagline, c'est un peu affordable luxury, c'est-à-dire qu'on a donné aux gens pour leur argent beaucoup plus que ce qu'ils avaient chez les concurrents. Ça a été le cas avec les cocktails, puisque chez nous, on buvait des cocktails bien meilleurs qu'au Ritz pour 9 euros quand on a ouvert. Après, maintenant, ils sont un peu plus chers. Évidemment, il y a un peu d'inflation. On est plutôt à 12 ou 13, mais c'est quand même encore 20 euros de moins cher qu'au Ritz. Hmm. Et pourtant, c'est clairement meilleur. Je le dis, j'ai pas honte de le dire, c'est le gros débat. Mais dans les hôtels, ils mettent des spiritueux cheap. Ils utilisent des trucs beaucoup moins pointus que ce qu'on fait pour plein de raisons. On peut pas leur en vouloir, mais pour des raisons de budget, de commandes, de trucs qui sont, voilà, c'est nous, on a une liberté sur les spiritueux, sur les trucs, voilà. Et l'hôtellerie, c'est pareil. Quand on est arrivé dans le marché hôtelier, on s'est dit, ah, on va pas révolutionner la nuit des gens. Il y a déjà une vague de boutiques hôtels, etc. Donc, on a essayé de faire des chambres avec énormément de respect pour le client. Donc, par exemple, un exemple, c'est que quand on a découvert ce métier, on s'est rendu compte que les hôteliers dormaient pas dans leur hôtel, ce qui est quand même le truc qui m'a fait tomber de ma chaise. C'est-à-dire que la plupart des hôteliers classiques parisiens, on leur dit, ah, t'as déjà dormi chez toi? Ah ben non. Ah ben, t'as jamais passé une nuit dans ton propre hôtel. Enfin voilà, on en est là, quoi. Et les gens achetaient des lits, par exemple, la literie, ils choisissaient leur lit en fonction de les anti-taches, de la résistance pendant 10 ans, des bords en Kevlar, etc. Et je leur dis, mais c'est confortable? Et puis ils disaient, ouais, je pense, ouais, c'est cool. C'est cool. Et voilà. Et nous, on s'est dit, bah non, on va prendre des gens en Bretagne qui ont fait des lits, ils sont un tout petit peu plus chers, mais on va en commander plus, du coup, on va avoir un prix, et puis on va les faire rêver, on va dire qu'on parle de leur marque, etc. Et donc, on a de la literie hyper bien, on a choisi des draps, on a passé des heures à choisir des draps un peu plus confortables que les draps qui sont plus faciles à repasser. Enfin voilà, tout ça, on a choisi dans les mini-bars d'avoir une sélection qui n'était pas Toblerone et M&M's, parce que, en fait, tous les directeurs d'hôtel disaient, bah, c'est ce que les gens veulent. Et on disait, bah oui, mais il faut, quand on voyage, on a envie d'une expérience un peu unique, et on a envie de vivre dans la ville dans laquelle on vient d'arriver, pas forcément de boire un espresso ou de faire, enfin voilà, que des trucs hyper normalisés. Donc ça a été des petits détails. Et puis après, ça, donc les gens apprécient énormément les décors et la qualité et comment dire, ce qu'on leur donne. Les salles de bain aussi sont très belles, on a des très beaux robinets. Puis après, on a évidemment un strong, pardon, je fais des anglicismes, mais un gros programme F&B, donc de restauration de bar et de café aussi, qui est hyper important. Ça, c'était évidemment notre marque de fabrique. C'est-à-dire que où vous alliez dans nos établissements, vous savez que vous boirez des bons cocktails. Il y a une carte des vins qui est toujours entre 300 jusqu'à 500 références en fonction de la taille de la cave, avec des petites trouvailles jusqu'à des grands crus. Enfin, ça, on a vraiment un programme de vin hyper fort. Vous boirez toujours un bon café. Et même en chambre, qui sont des machines type Nespresso, on a un blend spécialement pour nous, avec des capsules, en plus des capsules compostables, etc., qui sont un café qui change un peu. On prend un producteur de Paris à Londres, on bosse avec des gens qui sont à Londres pour qu'il y ait un goût un peu différent que que celui que vous avez à la maison, quoi. Et ça, c'est des petits détails qui ont fait notre succès. Et puis après, avec le temps, on a compris un truc qu'on n'avait pas compris avant, qu'en fait, qui a commencé au premier ECC, qui est notre service, qui est en fait un service hyper pro mais hyper décontracté, que en fait tous nos serveurs en fait maintenant à travers le monde ils se ressemblent, toutes nos équipes de service, tous nos directeurs, ils ont un peu la même philosophie. D'ailleurs, c'est un truc assez génial, parce que quand je vais dans mes bars et qu'il y a un barman qui vient de commencer qui ne me connaît pas, il me sort des phrases que je sortais à l'expérimental il y a 14 ans. Voilà. C'est drôle. Donc ça, et c'est pas moi qui l'ai appris. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on a créé un espèce d'ADN, et qui fait que, en fait, les gens, ils rentrent dans un lieu, les gens qui sont pas sensibles au design, ils rentrent dans le lobby d'un hôtel,
Et puis, il y a quelqu'un qui leur parle et puis ils s'approchent et puis ils regardent le menu, ils regardent le graphisme et cetera et puis ils font: «On est à l'expérimental». Voilà, parce qu'il y a un truc, il y a une espèce de philosophie de service particulière, il y a voilà, il y a enfin, ils voient les cartes, c'est toujours enfin voilà, des trucs hyper quali et tout d'un coup, ils se disent: «Ah en fait, c'est pas brandé expérimental, mais c'est probablement eux». Voilà. C'est un truc qu'on a créé dès le début avec l'expérimental, qu'on a fait aussi à Londres. À Londres, ils se sont rendus compte que enfin, à Londres, en fait, on pensait avoir un service, on voulait pas du tout jouer de la carte française, mais en fait, les Anglais, trouvaient que c'était un bar français parce qu'ils appelaient ça le happy mess, parce qu'en fait, le service à la française est un peu plus décousu que le service anglais et du coup, en fait, on avait vraiment notre on avait vraiment notre patte, quoi. Voilà et qu'on continue à garder, toujours. Je voulais justement évoquer le fait que chaque lieu a son identité propre Oui, et ben, à la fois c'est génial parce que on a toujours une surprise quand on arrive dans un nouveau lieu et c'est un peu ces espèces d'hôtels boutiques ou ces restaurants boutiques ouais, qui font qu'on se sent pas dans une grande chaîne où on est un numéro parmi d'autres, donc ouais, c'est clairement dans l'air du temps et très intéressant. En même temps, c'est aussi beaucoup plus de travail de votre côté, je peux imaginer, parce qu'en fait, à chaque fois, il faut quand même un peu réinventer le design. oui, Je voulais parler justement de cet aspect design, parce que vous l'avez évoqué comme une grande force, et clairement, enfin, si n'importe qui est rentré dans un de vos lieux, je pense qu'on sait tout de suite que il se passe quelque chose au niveau design et que c'est extrêmement travaillé. Je voulais savoir en fait comment est-ce que pour chaque nouveau lieu, vous décidez en fait tout simplement de quelle va être l'ambiance, qui à chaque fois est quelque chose de différent et qui est à chaque fois quelque chose en même temps dans l'air du temps. Donc c'est quand même un spectre qui est hyper intéressant parce que c'est à la fois différent, mais quand même dans une zone où on sent ouais, que on n'est pas non plus tellement hors des sentiers battus que c'est bizarre, quoi. ouais. Alors nous, en fait, déjà le postulat est que enfin, on est parti depuis il y a 10 ans, on était théorisés parce que c'était, extrêmement mal vu d'avoir plusieurs établissements et donc on a été théorisés de l'aspect chaîne. Donc on a vraiment nous, on est vraiment de cette, alors qu'aujourd'hui c'est presque l'opposé. C'est-à-dire qu'on voit des gens comme Big Mama, ils jouent sur une marque, générale et ils font plein de restaurants qui se ressemblent d'une certaine manière et c'est très à la mode comme à Londres, des trucs de Jamie Oliver, de machin qui ont fait des cartons et c'est plutôt rassurant pour les consommateurs. Mais à notre époque, c'était pas le cas. Donc en fait, on avait vraiment envie de se dire, il faut pas. Au début, notre idée, c'était que les gens reconnaissent pas les lieux. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent pas enfin, qu'ils aillent au prescription que vous connaissez ou qu'ils aillent à l'XP et qu'ils disent c'est deux bars différents avec des propriétaires différents. Et ça, c'était vraiment notre postulat. Maintenant, ça a complètement changé et au contraire, on est plutôt à essayer de se dire comment harmoniser nos marques. Voilà ce qu'on commence à faire un peu, maintenant on a un site qui regroupe tous nos établissements, ce qu'on n'avait même pas il y a 2-3 ans. Et effectivement, on retrouve plein de petits trucs de nos petits succès. Les cartes de cocktails se ressemblent souvent, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont, il y a une trame en commun qui est très forte. Maintenant, ce qui est vraiment important pour nous, d'utiliser, c'est que quand on arrive dans un nouveau pays, le truc le plus excitant pour nous, déjà, si on le fait vraiment pour nous, c'est de s'inspirer du lieu où on est. Donc, en fait, c'est un exercice qui n'est pas que dans le design, c'est dans tout. C'est-à-dire que quand on arrive dans un lieu, on travaille avec notre designer Dorothée, elle vient, elle fait d'abord une recherche historique, elle voit le bâtiment, elle dit bah il y a des grandes chambres. Alors par exemple on va à Venise, alors elle dit ah bah à Venise, bah en fait il y a beaucoup de couleurs dans le design italien, bah alors il faut faire beaucoup de couleurs. À Venise il y a ces trucs qui sont traditionnels, les poteaux qui sont bariolés, on va faire pareil, on va remettre ça dans les champs. Il faut absolument bosser avec des artisans locaux, donc on fait tous les sols en terrazzo. Ah ici à Venise c'est très classique, on fait du marmorino, donc on fait les mêmes enduits, on travaille qu'avec des locaux, donc en fait on se fait vachement aussi accepter par les locaux qui sont les entreprises générales c'est hyper important parce qu'en fait, vous êtes bien accueillis dans le pays, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas de retard de travaux parce que les gens, parce que vous faites travailler des artisans locaux. Et puis, les Vénitiens, par exemple, qui sont là quand il n'y a pas de saison et que que Venise est vide, et ben ceux qui viennent chez vous parce qu'ils trouvent parce que vous n'êtes pas un Marriott international avec du design international, ils sentent que vous avez fait l'effort de vous intégrer dans l'atmosphère du quartier, dans le pays, et que voilà. Et puis c'est pareil, on essaie de trouver un chef italien, on essaie de trouver un directeur italien, on essaie vraiment de s'intégrer comme si on devenait des enfants du pays. Et c'est la même chose pour le design. Et puis après, des lieux s'y prêtent, par exemple Grand Boulevard, qui est un peu notre flagship parce que c'est un de nos plus gros hôtels ouverts en ce moment. On était sur les grands boulevards, qui est un endroit hyper stressant, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de pollution, etc. Et on est rentré, il y avait cette cour, et il n'y a pas de bruit, on était en silence, et on s'est dit, bah voilà, le
le parti pris de notre designer, c'était de faire quelque chose de complètement de très végétal, de vraiment d'avoir l'impression d'être à la campagne à Paris. Et donc on est sur des verrières, des verres pâles, on est dans le design biophilique, beaucoup de plantes vertes, voilà. Et on a vraiment le sentiment d'avoir un petit havre de paix aux côtés des grands boulevards. Donc chaque lieu amène à faire une histoire, et ça me paraît. Enfin, moi, je suis hyper mal à l'aise, par exemple, quand on va dans des lieux, encore, je respecte, quand je critique, je veux pas critiquer, mais par exemple, un truc comme Hoxton, je comprends pas comment est-ce qu'on peut aller, par exemple, vous allez à Amsterdam, vous allez à Hoxton, il est rigoureusement pareil que le Hoxton de New York, par exemple. Et donc, je me dis, putain, en fait, l'expérience, c'est un peu décevant, quoi. Alors que, par exemple, Soho House, par exemple, ils font des efforts, il y a plein de trucs qu'on retrouve en commun, mais par contre, à chaque fois, je sais pas, le Soho House de Istanbul, il est inspiré quand même un peu plus d'Istanbul. Alors, c'est toujours un peu countryside, etc. Mais ils s'adaptent au pays. Ça me paraît l'évidence quand on voyage. Encore une fois, quand on voyage, les gens comprennent pas, enfin les hôteliers comprenaient pas que quand vous avez voyagé vous avez fait plusieurs pays et que vous arrivez que votre petit déjeuner c'est le même que dans le pays où vous étiez avant, c'est extrêmement décevant. Enfin, il y a plein de gens qui sont contents et qui sont très contents de manger exactement pareil, qui sont routiniers. Mais en fait, c'est quand même sympa enfin voilà, on peut faire un continental breakfast, mais c'est cool d'avoir à côté un pain traditionnel. C'est ce qu'on fait à Minorque. Il y a plein de trucs. On retrouve un croissant, mais à côté, il y a un gâteau traditionnel de Minorque. Il y a des tartines fait maison. Il y a du mount cheese. Enfin voilà, faut quand même faire découvrir. On est là pour voyager. On a une clientèle d'explorateurs. Et donc, ils ont envie d'explorer. Ils ont pas envie de se reposer sur leur laurier. Vous restez justement aussi dans un état d'esprit d'exploration, parce que j'ai le sentiment quand vous parlez que vous restez extrêmement aux aguets concernant une veille Ouais, permanente de qu'est-ce ouais, qui se fait d'être dans des hôtels, etc. C'est ouais, quelque chose que vous continuez à faire fréquemment, d'aller explorer le monde déjà. Alors bon, en ce ouais, moment peut-être un petit peu moins avec le Covid, mais ouais, juste avant, et notamment aussi les nouveaux hôtels, les nouveaux lieux qui ouais, s'ouvrent. ouais. Pour plein de raisons, malheureusement, il y a eu le Covid et puis c'est vrai qu'on est un peu plus busy qu'avant là, en ce moment avec notre levée, etc. Mais oui, par exemple, je pense que j'ai visité quasiment tous les hôtels à New York, enfin, ceux qui sont intéressants, je vais pas visiter les trucs qui avaient 100 ans, voilà. Mais pareil, en Californie, j'ai fait énormément d'hôtels en Californie, j'en ai fait aussi au Mexique. Enfin, dès que je vais dans un pays, on va voir les hôtels, ça c'est sûr. Les restaurants, avant, on était beaucoup plus au taquet que maintenant parce que, en fait, il y a quand même un peu il y a quand même un peu une usure parce qu'on voit énormément de concepts qui sont maintenant, on a un peu disons, on est un peu devenu un peu des vieux, non mais alors, c'est-à-dire qu'on on voit beaucoup de concepts, on se dit ok, bah en fait, tu sais quoi, là pour le coup, j'ai suffisamment d'expérience pour te dire que dans 6 mois, c'est mort quoi. Enfin, parce que voilà, c'est un peu frustrant parce que je voulais pas être comme ça, mais parfois maintenant j'ai un peu plus la flemme de me dire bah tu sais quoi, je vais pas aller voir parce qu'en fait j'ai lu le truc, je vois ce qu'il fait, je vois le truc, en fait ça n'a aucun intérêt quoi. Et Voilà. alors, Olivier, c'est quoi Ouais. les concepts qui sont morts dans 6 mois? C'est quoi les grandes erreurs? Non, bah, tout ce qui est, enfin, j'en sais rien, mais il y a enfin, je le vois, par exemple, quand vous avez c'est on le voit dans les menus, c'est difficile à définir comme ça, mais on le voit dans les menus, c'est-à-dire que, il y a un restaurant qui a ouvert récemment, un fancy restaurant, et la carte, que je citerai évidemment pas, mais la carte, on dirait une carte des années 90 quoi. Tout sonne faux, et là, j'ai Ok. suffisamment d'expérience pour savoir que juste ça va pas plaire, quoi. Enfin, c'est-à-dire, un saumon snacké avec un truc, enfin, c'est des intitulés, qu'on n'a pas vus, qui sont vraiment poussiéreux, Hmm. alors à moins que ça soit un axe, genre, il veut faire un années 90 revival, mais je crois pas. Non, mais tout sonne faux, les prix sonnent faux, D'accord. vous appelez pour réserver, l'hôtesse est odieuse, enfin voilà, vous savez que ça, bah, voilà, vous sentez que là, ils vont pas faire long feu. Et pareil, on voit beaucoup de concepts de restauration. Je vois par exemple, moi, pas très loin de mon bureau, je suis près de la rue Montorgueil, et dans la rue Montorgueil, on dirait, c'est un exercice de style de savoir enfin, qui va faire le concept le plus idiot, quoi. À un moment, c'est des choux qui sont remplacés par une pizza focaccia qui, 6 mois après, est remplacée par un glacier. Et puis le glacier dit, ah, j'ai la meilleure idée parce que moi, je vais faire des cônes en forme de tube. Et puis 6 mois après, c'est une pizza. Et puis 6 mois après, c'est un autre glacier qui dit ils se sont tous plantés, mais moi j'ai la bonne idée. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et on voit des gens, enfin, on voit des concepts défiler. Et il faut savoir qu'en France, il y a quasiment, il y a 2 restaurants sur 3 qui ferment dans les 2 premières années, hein. C'est une hécatombe parce qu'il y a beaucoup de gens qui foncent dans des concepts pas assez aboutis, quoi. Voilà.
Vous, si vous pourriez à ces personnes-là, un peu les aider et leur donner un conseil, alors c'est difficile, je sais, un conseil, mais un conseil, pour les aider justement à pas se fourvoyer et se lancer dans un concept, idiot ou un concept, qui essaye d'être cool mais qui en fait ne l'est pas, ça Ouais. serait quoi? Non, en fait, c'est difficile, mais en fait, il faut être, faut essayer de, en disant quand on a fait l'expérimental, on avait tellement peur de se planter qu'en fait, on a essayé d'être bon dans tous les domaines. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand vous avez quand vous avez quand même plusieurs options, c'est-à-dire que les gens, on voit beaucoup de gens qui disent, bah, en fait, moi j'ai eu un truc où il y a quelqu'un qui dit, ah bah les Français adorent manger du canard, bah je vais faire un restaurant que de canard. Bah du coup, en fait, si ça marche pas, bah ils sont morts quoi. Enfin, c'est trop réducteur quoi. Il faut essayer d'avoir plusieurs trucs. Si vous faites un bar à cocktail et que vous avez une sélection de vin et qu'en fait les gens ils boivent du vin, bah c'est pas grave. Votre commerce marche quand même. Et puis finalement, après vous devenez un super wine, enfin vous engagez un sommelier et puis finalement vous faites un bar à vin. C'est-à-dire qu'il faut essayer quand même d'être un peu plus ouvert et faut pas se focaliser sur une idée très précise de ce qu'on a, de ce qu'on a en tête, parce que finalement, on risque, d'être déçu et de décevoir les clients parce que c'est trop spécifique. Voilà. Et pareil, on le voit dans le design, quand vous faites un truc à thème, c'est aussi extrêmement compliqué parce que ça se démode très vite, donc c'est mieux d'avoir un très joli décor, mais qui est plus intemporel que faire ah bah c'est super en ce moment, faut s'engouffrer dans c'est la mode j'en sais rien, c'est Alstom, il faut faire tout en rouge avec des trucs en et les gens font ça et puis au bout de 2 ans ils disent ah bah il est ringard mon bar et puis je dis oui mais vous avez suivi un effet de mode, c'est un peu cette difficulté là, mais encore une fois j'ai pas du tout tout ça reste très alchimique, c'est-à-dire que c'est extrêmement dur de savoir pourquoi les endroits marchent et les endroits marchent pas. Et même vous pouvez être je j'ai pas de leçon à donner parce qu'on peut faire des endroits exceptionnels où on a pensé à tout avec énormément de budget et pas avoir du tout de succès commercial. Ça nous est déjà arrivé et ça arrive à plein de gens, même extrêmement talentueux, des grandes familles de restaurateurs, etc. Et donc, malheureusement, il y a pas de secret, quoi. Il y a pas de, voilà, c'est très alchimique. Il peut y avoir plein de phénomènes qui font que ça marche ou que ça marche pas. Donc, je veux pas donner de leçons à qui que ce soit. Et évidemment, c'est malvenu. Voilà. C'est tout à votre honneur. Alors pour terminer, j'ai, quelques grandes questions, j'appelle ça mon crible, qui sont des questions un peu perso, vous allez voir. Ouais, ouais, La première, c'est vous avez évoqué à plusieurs, moments, des échecs, des difficultés. Justement, ma ouais. question, c'est est-ce que vous avez vécu, vous, un grand échec, une grande difficulté? Et puis, si vous pouvez m'en parler, je veux bien aussi les enseignements que vous en avez tirés. Oui. Euh, donc un truc, qui a été assez bouleversant parce que enfin c'est pas bouleversant, je m'en suis remis, mais ça a été, les États-Unis. Les États-Unis, c'est-à-dire que moi comme beaucoup de Français, moi j'avais une passion pour New York. C'est une ville qui fait rêver et en fait, on est parti ouvrir Expérimental Cocktail Club à New York il y a presque 10 ans maintenant et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est absolument improbable mais les Américains sont des gens tellement différents des Européens. Et en fait, on a l'impression, on dit toujours New York, c'est la ville la plus européenne de l'Amérique, etc. Mais juste, on a eu l'impression d'être amis avec des gens, de faire du business avec des gens, mais en fait, c'était comme si on parlait deux langues différentes. Enfin, c'est le cas, mais comme si on était des extraterrestres pour eux. Notre concept, nos envies, notre manière de faire du business, c'est comme si on était des extraterrestres. Et donc, ça a été extrêmement dur. Et on a ouvert Expérimental, qui a été un bon succès commercial, ça a bien marché, mais c'était extrêmement dur. On avait un loyer qui était très élevé et on s'est heurté à un propriétaire qui était vraiment comme dans les méchants dans les films, quoi, on avait toujours des taxes, il nous trouvait des trucs, il nous envoyait des courriers, enfin c'était horrible, quoi. Et on a eu vraiment le sentiment, voilà, ce côté de faire du business, que les gens sont prêts à vendre père et mère pour gagner quelques dollars de plus sur des transactions. Enfin, c'est vraiment, ça a été assez dur psychologiquement parce que c'était extrêmement décevant. Et on a fini par vendre Expérimental Cocktail Club à New York parce que c'était trop dur à exploiter. On avait vraiment, on s'en est pris plein la gueule et c'était très dur. Et heureusement, on a ouvert la Compagnie des Vins qui marche très bien, qui a un bon succès. On est hyper content, on y était là, j'en reviens, c'est pour ça qu'on avait décalé notre. C'est toujours aussi formidable, mais par contre, ça a été un vrai choc de culture et une vraie déception. Je retourne avec énormément de plaisir à New York, mais j'ai un peu l'amertume de ces années qui ont été dures. Voilà. Mmh. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre, carrière ou vie personnelle à la rigueur, qu'est-ce que vous referiez différemment? Ça, non, c'est dur à dire comme ça. J'ai pas de truc en tête. Peut-être.
peut-être qu'on a été, on aurait dû être plus économe parce que on a toujours été très ambitieux et on a toujours, dans notre carrière professionnelle, on a toujours pensé que pour gagner un, on a beaucoup dépensé deux, quoi. C'est toujours un peu ça, voire trois. Et ça a été une fuite en avant qui a été extrêmement, qui a fait qu'on est arrivé là où on est. Ça, il y a aucun doute, et on a réussi à construire aussi rapidement. Mais on s'est retrouvé dans des situations, je pense à, enfin voilà, je passe rapidement, mais on a eu un peu un clash avec un fonds d'investissement il y a quelques années, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où on avait besoin d'eux, et ça aurait été bien mieux qu'on ait pas besoin d'eux. Voilà. Donc ça, si c'était à refaire, je réfléchirais un peu plus et je mettrais un peu plus de trésorerie de côté. Un sage conseil, je pense, pour tout entrepreneur. Ouais, tout à fait. Ouais, non, je sais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné? N'écoute pas les conseils. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est-à-dire que toute ma jeunesse, j'ai eu des gens qui avaient de l'expérience, qui venaient m'expliquer la vie. Et en fait, je faisais l'opposé. Et en fait, ça a relativement bien marché. Et c'est ce que je dis maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Ah, explique-moi comment t'as fait, etc.» Et puis je suis là: «Écoute, je vais te le dire, mais de toute manière, je te conseille enfin, m'écoute pas, quoi. M'écoute pas, fais comme tu le sens. Faut que tu fasses les choses avec le cœur, et avec l'envie et la motivation. Évidemment, faut prendre en considération ce qu'on entend, mais il faut faire les choses à sa manière.» Hmm. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, voilà, qui vous plaît particulièrement, qui vous porte, qui vous représente peut-être, que vous pourriez partager avec nous? Oui, ouais, j'aime bien. Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le cadavre de ton ennemi passer. C'est assez dark. Ouais, je dois Mais dire. ouais, c'est assez dark. Mais Je la c'est en fait, connaissais pas non, celle-là. mais ça veut dire qu'il faut jamais se venger, et que en gros, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, dans le business et au quotidien, les gens qui sont malveillants, et ben en fait, ça sert à rien d'être malveillant en retour. Ils finiront par le payer d'une certaine manière. Ouais. Et ça marche aussi en étant, pour moi-même, en me disant que si vous agissez mal, vous finirez mal. Voilà. Hmm. Et aussi C'est ça. ouais. Ça apprend la patience aussi, j'imagine. Ouais, exactement. Non, puis la vengeance, et puis d'essayer de rendre les choses, c'est une perte de temps. Voilà. Ouais, super, super sage. Deux dernières questions. Alors, celle-ci, elle n'est pas facile, mais je l'aime bien. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Ce que je veux dire, c'est vous constatez qu'il y a une idée reçue dans vos cercles, à l'échelle mondiale, peu importe, et vous n'êtes plutôt pas d'accord avec cette idée, avec cette conviction. Euh, je sais pas. Ah, ouais, vous me posez un peu une colle là. Je dirais que non, moi je, je crois beaucoup au psychisme et à des choses qui dépassent un peu la science. Donc ça, c'est un peu, ça se discute, surtout dans un. Je suis pas forcément très croyant, mais par contre, j'ai quand même le sentiment que l'être humain est capable de choses au-delà de ce dont on est capable. Et puis j'ai vécu des choses jeunes. Ma mère qui était un peu médium, donc j'ai vu des trucs assez terrifiants, et donc je continue à croire en ça. Je suis pas du tout, j'ai pas de vision incroyable, je vois pas des fantômes, ou j'ai pas de sentiments, mais j'ai quand même toujours fait appel un peu à mon feeling, et ressenti des trucs qui étaient probablement, et j'ai pris des décisions qui étaient liées à ça plutôt que des décisions purement sages. Et ça m'a plutôt réussi, donc je continue à croire un peu en ça. Voilà. Plutôt le feeling versus le rationnel. J'ai Ouais, l'impression que ouais, ouais. ça vous réussit plutôt, ouais, effectivement. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre, ou des livres d'ailleurs, qui vous ont particulièrement marqué, dont vous pourriez me parler, et pourquoi, en fait, tout simplement? Ouais, ouais, ouais. Alors, j'aime bien. C'est encore un truc sur la spiritualité. C'est Siddhartha d'Hermann Hesse, Ah, qui est, magnifique. ouais, voilà, j'aime bien, parce que c'est le sens de la vie, quoi, d'essayer de chercher toujours un truc pour atteindre la spiritualité. Et finalement, bah, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que ce jeune garçon, en fait, il veut pas écouter. C'est un peu ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les conseils, c'est-à-dire qu'il veut faire sa propre expérience de la découverte de la direction de la vie, et c'est assez passionnant. Donc ça, j'aime bien. Et puis après, je lis plus des trucs, c'est vrai, plus des trucs. Alors j'ai plus le titre en tête, mais qui s'appelle Petit traité de manipulation, qui est un truc aussi, j'aime bien, ce genre de livres
qui vous explique comment est-ce qu'on est arrivé à ce que dans le commerce, vous partiez acheter un bonnet vert et que vous repartiez avec un pull rouge, quoi. Et ça, c'est en fait, ça fait des années qu'il y a des méthodes commerciales qui sont hyper élaborées. Ça, c'est absolument passionnant. J'adore ce genre de bouquin. Et voilà, bon, c'est tout. Bah, Siddhartha, je connais, mettrai ça dans les notes, messieurs, dames. Le petit traité de manipulation, je vais m'empresser de l'acheter. Merci pour la reco, en tout cas. Ouais, il Olivier, faut que je donne le bon titre parce que je pense que c'est vraiment. ok. Olivier, merci mille fois pour votre temps. C'était vraiment, vraiment passionnant. Super, bah, merci beaucoup, c'est gentil. C'était hyper intéressant. Si jamais des personnes autour de nous, des personnes qui nous écoutent, souhaiteraient vous suivre, bon, déjà, ils peuvent aller dans tous vos hôtels, Ouais, restaurants, bars. Donc ouais, ça, on en a l'adresse, je pense, sur le site de l'Expérimental Group, ouais, que je mettrai dans les notes. ouais. Si on veut vous suivre, vous, à titre plus perso, ça se passe où? Oui, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Olivier Bon Expérimental. Et je gère celui-là et je gère aussi le compte Instagram de l'Expé Group qui est un repost aussi qui est Expérimental Group, enfin voilà, qui est un repost de tous les posts les plus intéressants de tout ce qui se passe dans le groupe. Donc c'est assez intéressant, on peut voir les nouveautés, des belles photos et puis un peu ce qui se passe dans les cuisines, etc. Voilà, Canon. Ben, je mettrai tout ça dans les notes. Olivier, merci génial. pour votre temps. C'était Merci trop beaucoup. bien. Bon, Et tant puis mieux. peut-être à bientôt. Ça marche, à bientôt.